Salut à tous mes amis de YouTube, j'espère que vous allez tous bien et que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui j'entame avec vous une vidéo en deux parties sur le thème des deux concepts qui sont les plus centraux en spiritualité, à savoir l'ombre et la lumière. Parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre, bien sûr. Du moins de ce que j'en sais, après vous savez que j'en sais rien comme d'habitude. Mais bon, ça va pas m'empêcher de vous faire une vidéo quand même. Alors oui, l'ombre et la lumière, c'est des concepts fondamentaux. Et je me suis dit que ce serait bien qu'on fasse un petit point là-dessus quand même, parce que ça fait déjà plein de vidéos que je vous en parle, mais sans vous avoir vraiment décrit ce que c'est. Parmi ces vidéos, je pense notamment à la vidéo « Comment faire un choix dans sa vie », que vous avez vu bien sûr. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci, parce qu'elle est importante, celle-là. Notamment la dernière partie, où je vous parle du concept du choix depuis une perspective spirituelle. Dans cette perspective, notamment, je vous avais expliqué que lorsque vous arrivez à un portail sur votre chemin de vie, vous aviez un choix à faire, et que ce choix, quelle que soit la forme qu'il prend dans la matière, sur le plan supérieur, c'était toujours un choix entre la lumière et l'ombre, quelque part. Et je vous avais expliqué, en gros, que choisir l'ombre, c'était pas cool, et que choisir la lumière, c'était vachement mieux. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné tout seul. Donc, si je vous ai présenté un peu le parcours et le cadre dans lequel tout ça s'insérait, dans ces deux vidéos, je voudrais essayer de voir concrètement avec vous comment on fait pour choisir la lumière et quelques subtilités qu'il faut bien comprendre par rapport à ça. Parce que c'est crucial d'être en capacité de faire ce choix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, choisir entre l'ombre et la lumière, quelque part, c'est l'enjeu de tout votre parcours d'éveil spirituel. On pourrait dire que ne pas être éveillé spirituellement, c'est être relativement insensible à la perception de la lumière, et de son opposé, c'est-à-dire l'ombre. Suivre un parcours d'éveil, c'est s'éveiller à quoi, au fond ? À la perception de la lumière, et dans le même temps à l'absence de lumière, forcément, et ainsi être en capacité de différencier les deux. C'est s'éveiller à cette perception, tout autant vis-à-vis de notre lumière et de notre part d'ombre intérieure, que vis-à-vis de la lumière et de l'ombre à l'extérieur. Les deux vont ensemble, de toute façon, parce que on ne perçoit pas le monde tel qu'il est, on le perçoit tel qu'on est nous-mêmes. Et on peut être lucide sur la lumière et l'ombre dans le monde qu'à la hauteur de notre lucidité sur notre propre lumière intérieure. Et s'éveiller à notre lumière intérieure, c'est bien évidemment percevoir notre âme, c'est-à-dire, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un petit moment déjà, percevoir le véritable nous, percevoir la part de l'univers, la part de l'âme primordiale qui nous est allouée, et c'est donc ainsi redécouvrir la conscience originelle depuis la perspective subjective qui nous est offerte sur elle. Bon, et ensuite, dans le grand ordre des choses, c'est ce qui permet à la conscience primordiale de reprendre progressivement conscience d'elle-même. Mais ça, c'est un non-sujet, et je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. L'intérêt de cette perception, pour nous, en tant qu'individus incarnés dans notre vie de tous les jours, c'est de redécouvrir qui on est, de pouvoir incarner qui on est pleinement, et d'avoir les outils nécessaires pour naviguer efficacement et confortablement dans l'existence, en manifestant d'autant mieux. Voilà pourquoi c'est important. Mais bon, je pense que ça vous surprend pas tant que ça. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est important, choisir l'ombre ou choisir la lumière, ça se traduit comment concrètement ? Faut savoir que l'ombre et la lumière, ça se retrouve absolument dans tout, dans les choix de vie qui se présentent à vous, à travers les personnes que vous croisez, à travers les médias que vous consultez, etc. Tous les éléments qui composent notre vie sont alimentés majoritairement soit par l'ombre, soit par la lumière. Et donc choisir la lumière, ça peut se résumer à faire le bon choix, le choix le plus élevé parmi tous ces éléments. Alors je vais prendre un exemple très simple.
Imaginons que vous soyez sur votre lieu de travail, tous les jours, à chaque instant, vous avez le choix entre être insolent envers vos collègues et avoir une communication très agressive envers eux, ou au contraire être très respectueux et avoir envers eux une communication plus pacifique. Chaque fois que vous interagissez avec eux, vous avez ce choix, au fond. Donc là, apparemment, dans cet exemple, si vous êtes irrespectueux, a priori, ce serait plutôt choisir l'ombre, hein. Et si à l'inverse, vous êtes plus respectueux, ce serait plutôt choisir la lumière. Alors j'ai pris un exemple assez flagrant, hein, pour commencer. Ceci dit, selon dans quel environnement vous travaillez, vous remarquerez que ce n'est pas un choix qui est si évident que ça pour tout le monde. Mais bon, dans cet exemple, la lumière, on va dire qu'elle se choisit en faisant le choix du respect, et c'est un choix que vous ne faites pas juste une fois, hein, c'est un choix que vous avez la possibilité de faire à 50 occasions différentes au cours d'une journée standard. Et alors même si ce choix entre l'ombre et la lumière, il se présente très régulièrement, il y a certaines occasions plus ponctuelles où le choix que vous faites va être plus déterminant. Alors imaginons dans cet exemple le cas d'une personne qui historiquement dans sa vie a eu du mal à communiquer de façon bienveillante avec les autres, et notamment avec ses collègues de travail. Cette personne, c'est sûrement attendu sur son parcours personnel qu'elle soit capable d'améliorer sa communication. Elle est probablement évaluée là-dessus. Alors effectivement, cette personne, elle a 50 occasions différentes chaque jour d'améliorer sa communication. Et peut-être qu'elle va parvenir à être plus respectueuse au fur et à mesure, dans un nombre d'occasions toujours croissant. Donc dit comme ça, cette personne, elle va devenir plus respectueuse progressivement. Ça semble suivre un processus graduel. Mais si ça fait partie d'une des leçons qu'elle a à apprendre sur son parcours, il va très certainement y avoir, au fil de son évolution, certains tests de l'univers, certains échanges clés avec ses collègues, justement pour la tester, pour valider si ses progrès sont bien acquis ou non. Lorsque ça se présentera, dans ces cas de figure, cette personne va être mise face à elle-même, elle va être placée dans une situation d'échange relativement difficile à gérer, parce que ça va être la bonne situation, avec les bons mots et les bonnes personnes pour appuyer précisément sur tous les petits boutons, tous les petits déclencheurs qu'il y a peut-être encore en elle, qui pourraient la faire retomber dans ses anciens travers, qui pourraient redéclencher son ancien mode de communication. Et à ce niveau-là, la vie peut avoir vraiment beaucoup d'imagination en ce qui concerne la mise en scène, ne la sous-estimez pas. Et donc, selon comment la personne de notre exemple gère cette interaction charnière spécifique, ça va renvoyer cette personne sur un aiguillage différent de son chemin de vie. Ça va soit lui permettre d'évoluer par rapport à cette situation et de passer à une nouvelle étape de sa vie professionnelle, dans laquelle elle entretient de meilleurs rapports avec ses collègues et où elle est peut-être mieux acceptée par eux. Ou alors, si le test est raté, elle va être réaiguillée un peu dans une boucle où elle va devoir revoir la même leçon, réintégrer tout ça, et où le changement de rapports sociaux avec ses collègues ne va pas se faire dans l'immédiat. Donc oui, vous avez un très grand nombre d'opportunités au quotidien de choisir entre l'ombre et la lumière, mais pour les choix qui historiquement ont été difficiles pour vous, et sur lesquels, sur votre parcours personnel, on vous demande d'évoluer, sur lesquels la vie vous impose de progresser, il va y avoir des moments clés où ces choix vont avoir un impact plus fort que d'autres. Donc voilà, c'est un exemple très simple, mais qui illustre bien au quotidien comment le choix entre l'ombre et la lumière, ça se présente. Donc en soi, il n'y a rien de sorcier, choisir la lumière, c'est juste être capable d'adopter une attitude ou un comportement qu'on sait reconnaître comme plus élevé. Alors bien sûr, nos actions et nos choix, ce sont les conséquences de notre être. Autrement dit, faire un choix lumineux, ça veut dire choisir votre lumière, votre rayonnement intérieur. Dans l'exemple que je vous ai donné, la personne qui était irrespectueuse au départ,
Elle l'était parce qu'elle réagissait par rapport à ses blessures internes. Et elle est en mesure d'adapter un comportement plus respectueux au fur et à mesure qu'elle entre en contact avec une vérité plus haute en elle-même. Votre âme, vous pouvez soit la suivre, soit la rejeter. Vous pouvez soit agir sous l'impulsion de votre être profond, soit agir sous l'impulsion de vos blessures profondes. Et en fait, vous pouvez soit agir en accord avec vous-même, soit vous trahir vous-même. Voilà, on va le dire comme ça. Et dit comme ça, le choix, il a l'air un petit peu évident. Encore faut-il le reconnaître. Et c'est là que ça va devenir plus subtil. C'est-à-dire que c'est pas difficile de choisir la lumière quand on la voit. Ce qui est compliqué, c'est de la voir, justement. Et il va falloir faire un constat un petit peu troublant. C'est que tout le monde est persuadé de choisir la lumière. Alors, pas exactement tout le monde. Il y a aussi des gens qui choisissent l'ombre en conscience. Ça existe. Il y en a un certain nombre. Mais pour faire simple, tout le monde est persuadé de choisir la lumière. Quand vous êtes dans la lumière, vous le savez. Et quand vous êtes dans l'ombre, vous êtes persuadé d'être dans la lumière aussi. Vous savez, quand vous avez raison à propos d'un sujet quelconque, vous êtes persuadé d'avoir raison. Et quand vous avez tort, vous êtes persuadé d'avoir raison aussi. C'est un peu le même principe. Voilà. Et quand vous agissez sous l'impulsion de vos blessures, vous le remarquez pas toujours. La plupart du temps, vous êtes persuadé d'être dans le vrai. Pareil. Donc comment on fait pour sortir de cette illusion et être capable de distinguer la lumière de l'ombre? C'est quoi la différence entre les deux? L'ombre et la lumière, concrètement, ça ressemble à quoi? Ça en fait, à de l'ombre et à de la lumière. Littéralement. Voilà, et donc, quand je dis ça, vous avez bien avancé. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné sur votre parcours d'éveil, si c'est pas déjà le cas, où vous allez être capable de percevoir ce phénomène, et c'est possible que ça se présente littéralement comme ça. Moi par exemple, dans mon profil à la base, je suis plutôt à dominante yin. C'est la polarité énergétique qui était dominante en moi, et dans ma vie j'avais un trait de caractère qui est typique des personnes qui sont trop yin, c'est que j'étais relativement innocent. Et donc relativement naïf vis-à-vis des gens. J'étais incapable de concevoir le mal et la mauvaise intention des autres, parce que c'était quelque chose que je comprenais pas en fait. J'ai croisé des gens sombres dans ma vie, bien sûr, comme tout le monde, mais je pouvais pas les voir comme tels. Pour moi, s'ils me faisaient du mal, le problème venait forcément de moi. Et j'arrivais pas à imaginer qu'en fait, non, un certain nombre de gens font du mal en conscience, savent très bien ce qu'ils font et ont aucun problème à vivre avec ça, ou que d'autres le font alors par inconscience certes, mais que devenir conscient vis-à-vis de ça et se remettre en question, ça les intéresse pas du tout, et ça les empêche pas de dormir. Alors vous allez me dire, il était temps que j'ouvre les yeux quand même, et voilà, c'est fait, j'ai ouvert les yeux avec le temps, effectivement, et il y a eu un jour en particulier où le voile s'est levé, et où j'ai canalisé une image qui était assez effrayante. Une image dans laquelle je voyais quelques êtres humains rayonnants, resplendissants, parce que eux, ils étaient en contact avec leur lumière intérieure. Ils prenaient vraiment place en eux-mêmes. Et en parallèle, par contre, la majorité de l'humanité m'est apparue comme complètement vide. Ils ne savaient pas qui ils étaient, leur lumière était presque complètement éteinte, et ils étaient pilotés par des programmes sombres qui avaient complètement pris le contrôle de leur esprit à leur place. Et ouais, c'était effrayant à contempler. Il y a eu un avant et un après cette prise de conscience, en tout cas. Mais voilà, je vous raconte ça pour illustrer qu'à partir d'un certain niveau d'éveil, l'ombre et la lumière peuvent vraiment vous apparaître comme telles dans certains cas. Ça peut aussi se traduire en termes de ressenti, c'est-à-dire que vous allez vous sentir à l'aise ou mal à l'aise selon si vous êtes en présence de l'ombre ou de la lumière, sachant qu'encore une fois, l'ombre et la lumière, ça se manifeste potentiellement dans tout, que ce soit vos choix de vie, ou les gens que vous rencontrez, les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, etc.
Et vous allez me dire, ok, mais l'ombre et la lumière, mais concrètement dans la matière, ça ressemble à quoi? La lumière, par exemple, ça ressemble à quoi? Ça se traduit comment? Ben, c'est ça qui est subtil et c'est ça qui fait que c'est autant difficile à différencier pour plein de gens. C'est que dans la matière, l'ombre et la lumière, elles peuvent prendre absolument toutes les formes possibles. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas vous dire l'ombre et la lumière, voilà, ça prend telle ou telle forme. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, selon moi. Il n'y a pas de standard. Elles peuvent prendre toutes les formes possibles, y compris et surtout des formes qui se ressemblent et qui pourraient pousser à les confondre, et y compris des formes contre-intuitives ou controversées. Alors il y a de très nombreux exemples de ce phénomène, mais il y en a un que je trouve toujours plus parlant que les autres, c'est l'exemple des relations BDSM. Dans les relations BDSM, vous savez, vous avez donc deux partenaires, ou plus parfois, mais peu importe. Vous avez deux partenaires qui s'engagent dans une relation de domination, dans laquelle l'un des partenaires détient le pouvoir sur l'autre, l'autre personne lui est soumise et lui appartient, et la personne qui domine, l'autre, selon ce qui a été convenu, peut à sa guise fouetter son partenaire, l'attacher, l'insulter et lui infliger plein de sévices divers et variés. Voilà. On a donc une relation qui, quelque part, dans son esthétique, prend l'allure d'une relation d'abus. J'ai bien dit dans son esthétique, c'est-à-dire dans la forme, dans les apparences. Mais si vous regardez au-delà des apparences, justement, vous pouvez vous rendre compte que dans cette relation, vous avez deux partenaires qui s'aiment, qui respectent le consentement de l'autre, que les deux sont heureux, que la relation est constructive pour les deux, que les deux prennent du plaisir dans le mode de vie qui est le leur, qu'ils ont une vraie complicité, et que vous avez au fond une relation saine. Et à l'inverse, vous avez des couples, alors qui ne sont pas dans une relation de ce genre, qui sont dans une relation romantique classique, ce que dans le BDSM ils appellent une relation vanille, et où dans cette relation à l'eau de rose, effectivement, les deux partenaires, alors ils sont très mignons en permanence, ils s'échangent plein de mots doux, ils s'offrent des fleurs régulièrement, tout ça, tout ça. Et pourtant, si vous grattez derrière la couche de vernis, vous pouvez vous apercevoir que derrière ces apparences disnéennes, c'est un vrai carnage. C'est une vraie relation d'abus avec pas une perversité de façade cette fois, mais une vraie perversité dans laquelle vous avez un des deux partenaires qui écrase complètement l'autre, qui lui vole littéralement sa vie et qui le détruit mais entièrement. Vous voyez tous de quel genre de relation je veux parler. Mais voilà, j'aime bien cet exemple, je trouve qu'il illustre à la perfection cette nuance entre le fond et la forme. Alors, il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de me dire que non, mon exemple est mal choisi, qu'il ne peut pas y avoir de domination dans une relation amoureuse, une sexualité sacrée, etc. Écoutez, peut-être, j'en sais rien. J'anticipe un peu les commentaires parce que dans mon parcours, j'ai pu entendre beaucoup de discours normatifs sur ce qui est bien et pas bien, surtout en ce qui concerne le couple, et probablement vous aussi. Sauf que sur cette chaîne, je me base pas sur ce que les autres racontent, je me base uniquement sur mon canal d'information à moi. Et à travers mon canal d'information, justement, un enseignement qui a été absolument central, c'est que ce qui compte, c'est le fond, la forme, on s'en fout, c'est parfaitement neutre. Et je trouve que cet exemple il illustre bien ça. J'ai du mal à en trouver un plus flagrant, en fait. Mais il peut y en avoir plein d'autres. Je vais prendre la musique aussi comme exemple. Moi, j'écoute du hip-hop, principalement. Pas que ça, mais surtout du hip-hop. C'est-à-dire l'un des styles de musique les plus controversés qui soit. Je sais pas pourquoi j'en écoute d'ailleurs, c'est un grand mystère pour moi, pour tout vous dire. Mais bon, c'est comme ça. Et au fil de mon éveil, je me suis mis à développer une certaine sensibilité au fait qu'au-delà du son ou des paroles, je suis capable désormais de ressentir si un artiste est plutôt dans l'ombre ou plutôt dans la lumière.
Et j'ai développé une capacité à être plus en contact avec l'âme de l'artiste, en quelque sorte. Au début de ma nuit noire de l'âme, notamment, il y a eu une sorte de tri qui s'est opéré. Il y a eu des artistes que j'ai complètement arrêté d'écouter. Je pouvais plus. Ça me donnait vraiment une impression de malaise. Et il y en a d'autres, au contraire, que j'ai complètement redécouvert. Quasiment du jour au lendemain, et que d'un coup, comme ça, sans raison, je me suis mis à percevoir complètement différemment. Alors ça reste quand même un peu subjectif, peut-être qu'il y en a pour lesquels je me trompe et que je mets pas dans la bonne case, j'en sais rien. Mais il n'empêche que maintenant, et depuis longtemps déjà, j'ai l'impression d'être plus sensible à la lumière dans ce que j'écoute. J'ai mis beaucoup de lumière dans ma playlist en tout cas, et j'ai l'impression d'être plus réceptif qu'avant au fait qu'un artiste s'exprime vraiment avec son âme ou non. Alors c'est probablement une expérience que vous faites aussi. Et en ce qui me concerne, je remarque que c'est complètement déconnecté des lyrics ou du vocabulaire employé, du niveau de violence ou de provocation ou autre. Pas complètement bien sûr, mais en tout cas, ça se résume pas à ça, c'est pas aussi simpliste que ça. Pour citer juste un exemple, à mon humble avis, sur certains de ces morceaux, Eminem vibre extrêmement haut et brille énormément. Et il y en a certains où toutes ces rimes, malgré les obscénités qu'elles contiennent, je les trouve parfaitement alignées, où on est à un niveau de présence vraiment impressionnant, et où on sent qu'il est complètement en contact avec sa vérité intérieure, et où on sent vraiment une authenticité et une libération absolue du regard des autres. On sent vraiment qu'il est lui-même, pleinement, donc il est en contact avec son âme, et s'il est en contact avec son âme, c'est que dans le grand ordre des choses, l'univers veut qu'il dise ça. Aussi surprenant que ça puisse paraître au premier abord. Alors je dis ça, ça n'engage que moi. Bon, j'ai choisi Eminem parce que je me dis que c'est peut-être l'exemple qui a parlé au plus grand nombre d'entre vous, mais voilà, bon, je vais pas les multiplier les exemples, mais vous avez compris. L'ombre et la lumière, ça se retrouve dans tout, et ça prend pas toujours la forme à laquelle on s'attend. Intéressant à noter au passage, vous remarquerez donc que s'ouvrir à la perception de l'ombre et de la lumière, c'est un processus à travers lequel on va nécessairement se détacher de toute notion de préjugé. Et ça marche dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire que pour pouvoir percevoir l'ombre et la lumière avec lucidité, il ne faut pas avoir de préjugés, et réciproquement, plus on perçoit la lumière, moins on va avoir de préjugés de toute façon. Parce qu'avoir un préjugé, c'est quoi ? Quelque part, c'est confondre le fond et la forme. Avoir un préjugé, c'est croire que l'ombre réside nécessairement dans une forme spécifique, qu'on va associer systématiquement à l'ombre, mais quand on commence à être véritablement sensible au phénomène, des préjugés, on ne peut plus en avoir. Quand vous êtes véritablement sensible à l'ombre et à la lumière, vous ne pouvez plus être sexiste, vous ne pouvez plus être raciste, vous ne pouvez plus être homophobe, vous ne pouvez plus être rien de tout ça. Vous ne pouvez plus être dans le jugement vis-à-vis d'un groupe de personnes en particulier, parce que de toute façon, c'est pas ça que vous allez regarder. Ce que vous allez regarder, ce à quoi vous allez être sensible désormais, c'est ce que chaque individu véhicule comme intention et comme vibration, indépendamment des caractéristiques personnelles à travers lesquelles il ou elle les véhicule. En tout cas, s'éveiller à l'ombre et à la lumière, c'est ça, c'est voir au-delà du voile des apparences pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et comme j'ai déjà pu vous le dire, un parcours d'éveil, au fond, c'est un parcours de recherche du vrai. C'est rechercher ce qui est vrai dans le monde, et ça, ça induit d'aller voir au-delà des apparences. L'éveil, quelque part, c'est un passage au-delà du monde de la forme pour s'ouvrir au monde du fond, afin d'être sensible au fond qui passe à travers la forme, qui est véhiculé par la forme. Présenté comme ça, on pourrait dire d'une certaine manière que le monde de la forme, c'est la réalité matérielle, et que le monde du fond, c'est la réalité spirituelle. Le monde de la forme, c'est le miroir qui s'ajuste autour de nous
par effet miroir, hein, et le monde du fond, c'est la réalité qui existe de l'autre côté du miroir. Et on s'ouvre à la perception de ce monde lorsqu'on s'ouvre à la partie de notre être qui provient de l'autre côté du miroir, à savoir notre âme. S'éveiller au monde du fond, à la réalité supérieure, c'est très important. Alors, c'est très important, pas pour voir des anges ou des licornes, on s'en fout un peu. Non, c'est important parce que le fond, la réalité supérieure, et donc la lumière qui en provient, c'est ce qui sert d'étalon de vérité dans le monde matériel, si on peut dire. Alors je vais prendre un nouvel exemple. Imaginons une situation sociale quelconque dans laquelle deux personnes discutent. La première personne va dire quelque chose, elle va faire un commentaire quelconque, et la deuxième personne va s'offusquer de ce que la première personne a pu dire. La deuxième personne va dire à la première que son commentaire est offensant, déplacé, qu'elle est choquée par ce qu'elle a dit, et la première personne va lui répondre que non, c'est pas vrai, elle a rien dit de déplacé, et que si elle le prend mal, c'est parce que c'est elle qui est trop susceptible. Vous voyez le genre? Bon. Alors dans une telle situation, lequel des deux a raison? Dit comme ça, on ne sait pas. On ne peut pas savoir qui a raison, parce que les deux cas de figure sont possibles. Dans votre vie d'ailleurs, vous avez probablement été témoin de ces deux situations. Ça vous est déjà arrivé d'entendre des gens tenir des propos complètement déplacés, parce que ces gens n'avaient pas conscience de ce qu'ils disaient, et de voir leurs interlocuteurs s'offusquer à juste titre, selon vous. Et ça vous est aussi arrivé d'entendre des gens dire quelque chose de parfaitement anodin, de relativement soft, et que face à ces propos, leur interlocuteur affiche une réaction complètement disproportionnée à cause du bazar qu'il ou elle a dans la tête. Les deux sont possibles. Et en fait, dans chacune de ces situations, uniquement en se basant sur la forme, ça peut être difficile de distinguer ce qui est juste ou pas. En tout cas, pour les deux interlocuteurs de cet exemple, qui sont en désaccord, manifestement, c'est pas si clair. Pourtant, au-delà de ces deux points de vue subjectifs, il y a une réalité objective qui permet de démêler le vrai du faux, à savoir la lumière. Si dans la matière, on a peut-être une mise en scène interprétable à souhait, dans la réalité supérieure, on a un des deux personnages qui est dans sa lumière, et l'autre qui agit ou réagit sous l'impulsion de son ombre et qui essaie de grignoter la lumière de l'autre. Et quelque part, c'est quand on est capable de voir ça qu'on est en capacité de distinguer le vrai du faux. Et encore une fois, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel que nous, on est. Donc pour être lucide sur le monde, faut d'abord être lucide sur nous-mêmes. Et donc s'ouvrir à notre lumière intérieure. C'est ça le secret, pour pouvoir distinguer efficacement l'ombre de la lumière à l'extérieur, et être lucide sur toutes les illusions dont les apparences nous inondent. Parce que vu que les apparences, on peut les interpréter de plusieurs façons possibles, les apparences, c'est donc la porte ouverte à toutes les manipulations et à tous les abus qui soient. En tout cas, il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de manipuler les apparences pour faire passer l'ombre pour de la lumière. Et on peut imaginer l'exemple d'un partenaire amoureux qui aurait un comportement oppressant et contrôlant vis-à-vis de son conjoint et qui dirait oui, mais si je suis comme ça, c'est parce que je t'aime. Peut-être qu'effectivement cette personne-là est amoureuse de son partenaire, mais qu'en attendant ce comportement spécifique, c'est pas un comportement basé sur l'amour, c'est un comportement malsain lié aux peurs de cette personne, donc lié à sa part d'ombre. Sauf que si vous partagez la même blessure, la même peur que ce partenaire abusif, en tant qu'observateur, vous aussi, vous considérerez ça comme de l'amour, ou en tout cas comme un comportement légitime. Quand vous dépassez vos peurs, en revanche, là aussitôt vous êtes en capacité de repérer l'abus dans son comportement, en l'occurrence. Donc pour percevoir l'influence qui circule à travers les apparences, il faut d'abord être clair en soi. Parce qu'on peut voir à l'extérieur que ce qu'on a déjà vu en nous. Et quand on a dit ça,
on retombe sur nos pieds parce que s'ouvrir à notre lumière intérieure, ça renvoie à toutes les informations et à toutes les astuces que je vous donne dans toutes mes autres vidéos. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en introduction sur le thème de l'ombre et de la lumière. J'espère que ça vous permet de voir un peu mieux ce dont on parle. Bon, je pense que vous en aviez une vague idée déjà, mais avec mes autres vidéos, puis même avec tout ce qui se dit de part et d'autre à ce sujet-là. Mais au moins, voilà, c'est dit, on a posé les bases. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Après, il y a quand même quelques subtilités sur lesquelles je voudrais m'attarder pour vous éviter de tomber dans certains pièges. C'est important qu'on voit encore deux, trois petites choses. Et donc pour ça, écoutez, on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi en tout cas, et je vous dis à bientôt. Paix et amour à vous tous.